Moi, je pense que ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui n'est pas propre à l'UDPS seulement, à la différence que chez nous, et ce qui est une bonne chose par rapport à partout ailleurs, c'est que nous avons des membres qui sont très regardants, qui sont dynamiques, qui s'expriment et qui s'assument. Ce qui fait que ce qu'ils trouvent comme problème, ils les amènent sur la table et ils poussent pour des solutions. Ce qui est une bonne chose pour toute la République, parce que si vous allez au-delà de l'UDPS, vous allez dans tous les partis politiques, en RDC, vous allez trouver que le problème qui est décrié à l'UDPS aujourd'hui, il se retrouve partout là-bas, mais nous, au moins, nous avons des membres qui s'assument qu'on aime indexer d'une certaine façon, alors que ce sont des bons citoyens qui s'assument et qui veulent corriger les déviations que eux voient. Mais je ne vois pas là-bas du haut de toit que je m'y mette. La transparence dans le système nous permet de détecter les erreurs rapidement. Et ça nous permet à ce moment-là d'épargner des pertes qui pouvaient s'en suivre. Et il y a toute une façon, selon la dimension de chaque entité, de chaque organisation, de veiller à ce qu'on puisse avoir la transparence dans la gestion. Alors, vous parlez de la transparence. Je précise que M. Luc Kabunangu, il est auditeur, il est vraiment spécialiste dans la matière. La première des choses, s'il peut y avoir erreur, c'est tout à fait normal, il peut y avoir erreur. C'est pour ça que ce genre de métiers sont toujours dans la formation continue. Il y a de la rigueur dans la gestion du personnel là-bas. Et ils ont un suivi pour faire en sorte que le travail soit toujours intègre. Moi, je pense que l'IGF a un rôle qui est tout à fait différent de la Cour des comptes. Et l'IGF, c'est l'inspecteur général des finances. Donc, l'IGF, c'est sur les finances, alors que la Cour des comptes a un mandat un peu plus ouvert. Elle regarde... Plus large. Oui, les questions de bonne gouvernance, de bonne gestion aussi, les systèmes de gestion. La Cour des comptes, elle se prononce sur toutes ces questions-là. Des leaders dans leur secteur, dans leur structure, dans leur business. Eh bien, nous avons besoin de la qualité de tout ce leadership à tous ces niveaux-là pour venir matérialiser la vision du chef de l'État. Mais si il y a à des niveaux où il y a des carences et si nous n'avons pas la masse critique, comme je disais tout à l'heure, il y aura difficulté d'obtenir des résultats dans un délai préférable pour arriver à apporter des solutions aux entrepreneurs, par exemple, qui souffrent de cette contrainte financière. Bon, ce sont des réalités qui existent, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'hommes? Peut-être. Peut-être. Parce que nous le savons, avec cet exemple ici, nous le savons nous tous, nous savons qu'en réalité aussi, l'une des difficultés de nos entrepreneurs, surtout dans la petite et moyenne entreprise, c'est cette contrainte financière. Mais bon, où sont les solutions que nous apportons au niveau de toute la République, que ce soit par le secteur privé, qui est dans le secteur qui disponibilise les fonds, ou au niveau de l'État, qui aussi joue sa partition. Il y a des choses qui se font, mais nous n'avons pas encore décollé. Et on peut entrer là-dedans pour essayer de comprendre exactement pourquoi et quelle intervention il faut pour que nous puissions bien décoller. Bientôt là, nous allons aller dans un secteur très glissant avec vous. Ok, beaucoup de talents dans le pays. Mais est-ce qu'il y a des talents partout? Et est-ce qu'il y a suffisamment de talents?
c'est pour ça que vous verrez, même aux États-Unis d'Amérique, même dans tous les grands pays que nous connaissons, à un moment donné, aux États-Unis, on va chercher des Chinois pour venir faire un certain travail. Parce que c'est eux qui ont l'expertise, qui maîtrisent bien, ainsi de suite. Donc, pour dire que cette expertise-là, elle peut manquer, oui, au niveau de la République, mais ce n'est pas la fin du monde. Après le débat de Fumutoto et Aristote Ngarémé, les débats réclamés par vous, chers Congolais de la diaspora, c'était le deuxième round. Donc, vous êtes en train de déguster ces débats sur nos différentes plateformes. Vous nous suivez sur Au Centre TV, également sur Delcas Télévision et aussi ici sur 10e rue Télévision et d'autres, plus de 10 chaînes qui nous prennent en relais. Chers téléspectateurs, c'est le tour d'un homme qui aime sa nation, qui veut que la bonne gouvernance ne soit pas un slogan, mais ça soit une réalité. Lui, il s'appelle Monsieur Luc Kabunangu. Il est le père de la philosophie Léopard. Il est également cadre de l'UDPS. Il est ici avec nous. Monsieur Luc, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. C'est toujours difficile de retrouver une invitation de votre part. Et bon, voilà, on a été obligé de venir tel qu'on est aujourd'hui. Mais c'est juste pour partager ces quelques réflexions et essayer un peu d'illuminer la lanterne de nos auditeurs sur le sujet du jour. Voilà. Quelqu'un m'a dit qu'il est trop sérieux sur le plateau. Okay. C'est monsieur, il est au Canada. Est-ce vrai, vous êtes trop sérieux sur le plateau, soit c'est votre manière de parler, je ne sais pas, votre style, hein? Vous avez du pouvoir quand vous défendez Si il me trouve sérieux, je ne sais pas dire non. Il trouve que je suis sérieux sur le plateau. Mais sinon, on est là pour faire votre business, qui est le business de répondre de manière satisfaisante à vos questions. Voilà. Et j'espère pour aussi l'avantage de tous ceux-là qui nous suivent, les téléspectateurs. Voilà, je vous exhorte de laisser vos commentaires sur notre lien YouTube Au Centre TV ou Delcas Télévision. C'est mieux quand un invité donne ou analyse. Vous également, vous êtes à la maison, vous pouvez ajouter un plus, soit les contredire ou soit enrichir aussi, parce que partout où il y aura ces liens, les gens peuvent également vous lire. C'est ça l'avantage avec YouTube. Alors, Monsieur Luc Kabunangu, avec vous, nous parlons de la bonne gouvernance. Donc, le gouvernement JDIT souminois face aux défis à relever. Nous allons prendre au moins 3 secteurs avec vous. Et les secteurs économiques, on va également essayer un peu de parler du social et aussi peut-être dans les secteurs diplomatiques et sécuritaires. Ça dépend de timing parce que nous avons 60 minutes. Mais avant tout, vous êtes les pères de la philosophie Léopard. Quelqu'un m'a dit pendant la campagne, Léopard, Léopard, Léopard. Mais après la campagne, c'est comme si vous avez laissé cette philosophie. C'était juste un slogan de la campagne ou ça continue? Non, écoutez, la philosophie Léopard, c'est un concept mobilisateur des Congolais de tous bords, de partout où ils sont. C'est un concept où on veut mobiliser tous les citoyens congolais pour une gestion saine de la chose publique qui soit axée sur les résultats. Et donc, nous continuons parce que déjà vous parlez des questions de bonne gouvernance et personnellement nous pensons que la bonne gouvernance ne s'arrête jamais, quel que soit le niveau où vous vous situez à un moment donné, mais c'est un processus qui est continu. Pour aussi longtemps que les organisations continueront à exister et qu'on devra gérer, on est tenu à observer une gestion saine qui puisse permettre à ce qu'on puisse aboutir aux résultats escomptés. Donc, la philosophie léopard, le léopard n'était pas un concept de campagne électorale. Non, non, c'est un concept qui doit encore nourrir l'esprit du Congolais, parce que de notre propre évaluation,
nous sommes encore très loin sur les critères de bonne gouvernance. Donc, on dirait que c'est toute une école que nous avons à suivre et à communiquer aussi, à échanger avec nos concitoyens pour que nous puissions améliorer quand même la gestion de la chose publique et que nous puissions, nous espérons, arriver à des meilleurs résultats que ceux-là que nous voyons aujourd'hui. Alors, M. Luc Cabnon, vous allez m'excuser parce qu'il y a quand même les arriérés, quelques questions du public quand j'ai lancé votre affiche. Quelqu'un m'a dit, à chaque fois quand il vous suit ici sur notre chaîne, au Centre Télévision ou dans les différentes chaînes, vous vous mettez dans la peau d'un donneur de leçons. Et il voulait savoir, avez-vous fait quelle formation pour se mettre à un niveau d'orienter les gens, ainsi de suite? Est-ce que cette prétention, c'est parce que vous avez des diplômes ou c'est comment essayer un peu de écoutez, encore une fois, l'autre a dit que j'avais l'air très sérieux. L'autre dit que je me mets en position de donneur de leçons. Peut-être est-il parce que je parle avec conviction sur les choses, avec passion, sur les choses, les sujets abordés, ou bien je ne sais pas pourquoi, mais quand on a une conviction, on a une passion, particulièrement dans son secteur spécifique, comme le mien qui est celui de bonne gouvernance. Et dans ce cas, d'ailleurs, au niveau de notre pays, nous pensons que nous avons du chemin à faire. Alors, nous partageons cela de cette manière. Et nous revenons d'ailleurs, puisque vous avez parlé de la philosophie Léopard, vous verrez que dans la philosophie Léopard, ce n'est pas tellement donner de leçons, parce que là nous disons que si nous avons formulé ce concept de cette manière, c'est parce que le Congolais se retrouve déjà dans cette philosophie. C'est parce que c'est la vie quotidienne, la vie quotidienne du Congolais. Il suffit juste de relever maintenant ce critérium qu'il a toujours appliqué dans sa vie de tous les jours pour lui dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit de ceci et que c'est un facteur très très important dans la gouvernance. Si nous prenons l'exemple de l'éthique, et les gens beaucoup de gens, le public en général peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on entend par éthique, pourquoi on parle éthique et tout ça. Mais quand nous revenons avec l'imagerie que nous prenons du football au niveau des léopards et nous prenons des exemples concrets, vous voyez qu'ici, il s'agit juste de mettre le miroir devant le Congolais pour qu'il se retrouve lui-même et non pas lui enseigner ce qu'il ne connaît pas. Parce que si nous disons question d'éthique, nous refusons la corruption et qu'aucun d'entre nous ne peut accepter que quand nos léopards montent sur terrain et qu'il y a un cas avéré de corruption d'un joueur, qui va jouer de façon à faire perdre la République et que si nous gagnons la Coupe du Monde, derrière la Coupe du Monde, il y a un aspect financier qui peut être de tourisme, d'investissement ou même les quelques fonds qui peuvent venir pour investir dans le secteur, dans le sport. Eh bien, vous voyez là que personne ne va chercher à défendre le joueur corrompu pour faire perdre à la RDC tout ce gain, juste parce que il y a une certaine affiliation, une certaine appartenance avec le joueur. Il vient de V-Club et nous, comme nous sommes les 100% V-Club, nous ne pouvons pas accepter que l'on pointe du doigt notre joueur qui est en fait la source maintenant de la faiblesse de l'équipe nationale. Nous n'allons jamais trouver des gens qui se mettront debout pour dire, mais ce joueur que vous descendez du terrain aujourd'hui et que vous accusez de corruption alors que c'est avéré, non, mais puisqu'il est Moussoaïli comme nous, nous disons ne touchez pas au nôtre, nous allons nous mettre debout contre vous. Non, les gens comprennent facilement et quand nous disons si c'est notre attitude
quand nous observons nos léopards sur terrain, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas ramener cette attitude maintenant dans la gestion de la chose publique et refuser toute forme de corruption que nous voyons tous les jours? Alors, et avec les léopards, on n'attend pas que ça soit la responsabilité de quelqu'un d'autre. De là où nous sommes, nous tous les Congolais, nous nous impliquons chacun à son niveau. À son niveau, à son rang. Et c'est bien ça que nous voulons communiquer. Et si on parle peut-être d'honneur des leçons, ici, parce que c'est un concept que nous développons et nous sommes en train de communiquer, peut-être de cette façon-là, quelqu'un peut penser que bon, il veut donner une leçon. En fait, c'est parce que nous communiquons le concept que nous avons développé et que nous aimerions vendre aux Congolais, vendre par la conviction, pas monnayer. Alors, monsieur Lee Kablan, je pense dans quelques minutes, la personne qui nous a pris en retard, peut-être il a compris le pourquoi de la philosophie léopard, mais j'aimerais que nous puissions vraiment aller dans les fonds par rapport à la bonne gouvernance, parce que mon invité, il est aussi auditeur. Oui. Monsieur Lee Kabunangu, quels sont les piliers de la bonne gouvernance? Ça c'est une très bonne question parce que en général, nous parlons bonne gouvernance, mais il faut que nous sachions pratiquement par où commencer. Et si le public en général peut critiquer la mauvaise gestion, quelque part, que ce soit une entité, moi je pense que dans le fond de chaque individu, il y a une certaine compréhension. Mais il y a lieu de montrer comment est-ce que, par quels facteurs nous pouvons renforcer, améliorer cette gouvernance. Et ce sont ces piliers sur lesquels nous pouvons travailler d'une façon pointée. Et non pas au hasard, parce que finalement on commence par où? Parmi les facteurs de bonne gouvernance, nous avons par exemple les textes. Et l'état de droit, le respect des textes. C'est très très important à tous les niveaux. Même au niveau d'entreprise, vous avez toujours des textes qui régissent les entreprises, vous avez toujours des procédures qui orientent tous les travailleurs, vous avez des codes de bonne conduite, de déontologie, ainsi de suite. Donc il y a toujours des textes que l'on devrait observer pour être en mesure de travailler d'une certaine façon et une façon harmonieuse, mais orientée généralement vers l'objectif de l'entité. Au niveau de la République, ici nous avons nos lois, nous avons la loi fondamentale qui est la Constitution et le reste des lois organiques, ainsi de suite. Si nous ne respectons pas les lois de la République, nous aurons toujours un sérieux problème et je nous vois difficilement réaliser des bons résultats dans quelques secteurs que ce soit, y compris même dans le secteur de la sécurité où nous avons une guerre à laquelle nous faisons face. Si nous n'observons pas ces facteurs de bonne gouvernance qui nous permettent de bien gérer cette situation, eh bien c'est là que vous entendrez tout ce que nous avons comme défaillance. Oh non, apparemment il y a détournement de fonds. Oh non, mais la logistique n'est pas bien organisée. C'est parce que si vous laissez le pilier des textes qui orientent déjà l'action telle qu'elle devrait se faire, il y a le pilier, par exemple, de la redevabilité. Là où on peut imposer une sanction selon le comportement ici des acteurs qui sont dans le système. Et s'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas une organisation qui peut se gérer et qui peut garantir des résultats sans qu'il puisse y avoir sanction de la part des gens qui dévient de la ligne droite. Il y a la question de la transparence, par exemple, dans la gestion de l'entité ou même de la chose publique. C'est un facteur aussi très très important
non seulement qu'il nous permet de prévenir contre beaucoup de malversations, mais aussi la transparence dans le système nous permet de détecter les erreurs rapidement. Et ça nous permet à ce moment-là d'épargner des pertes qui pouvaient s'en suivre. Et il y a toute une façon, selon la dimension de chaque entité, de chaque organisation, de veiller à ce qu'on puisse avoir la transparence dans la gestion. Alors, vous parlez de la transparence. Je précise que M. Luc Kabunangu, il est auditeur, il est vraiment spécialiste dans la matière. Et alors, vous pouvez consommer cette émission et laisser également vos commentaires. Il y a une question. Les gens pensent qu'en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en mesure d'abord de parler de la bonne gouvernance. Okay. Pourquoi? Parce que, je me rappelle, Obama avait dit, je ne sais pas si je me trompe, il faut avoir les institutions fortes à la place des hommes forts. Il semble que, par rapport à la République démocratique du Congo, dans notre cas, nous avons des hommes forts à la place des institutions fortes. La pyramide est renversée. Est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance? Ce n'est pas très tôt. Non, moi je pense que c'est une question de volonté. Parce que cette bonne gouvernance-là, elle est réalisée par des hommes. Ce ne sont pas des machines. Et même si on devrait intégrer des machines dans un système, ce sont les hommes qui intègrent ces machines-là. Ce sont les hommes qui font l'étude de tout le processus et qui voient à quel niveau est-ce que ce sont des machines qui doivent intervenir et à quel niveau ce sont des hommes qui doivent intervenir. Non, la question est que, est-ce présentement, ce n'est pas très tôt d'en parler parce que nous avons encore des hommes qui dominent les institutions. Oui, mais ce sont des hommes puissants qui peuvent facilement maintenant prendre des orientations pour introduire une gestion qui soit bonne, que l'on appelle finalement la bonne gouvernance. Parce que si vous avez un leader fort, à ce moment-là, il peut implanter un système de gestion qui puisse satisfaire à la bonne gouvernance. Si vous avez un leader faible, ça peut être aussi difficile de le réaliser. Donc, moi, je pense que la qualité d'homme fort, ce n'est pas une barrière à instituer la bonne gouvernance, sauf si ces personnes, dans leur parcelle de responsabilité, ne veulent pas qu'il y ait la bonne gouvernance. Oui, mais sinon, ça peut aller même très vite avec des leaders forts. Avec des leaders forts. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer vite. Je me rappelle, récemment, il y a eu une conférence de professeurs où l'un des ministres expérimenté, Jean-Lucien Boussa, parlait d'un leadership fort, un leadership qui s'affirme. Il semble que nous, la RDC, nous manquons cet homme leader depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes de l'UDPS, est-ce le cas? Bon, je pense que ça, c'est son opinion. Hein. J'ai eu des petites discussions avec des gens après son allocution sur la question. Je pense qu'il peut avoir raison et je pense que d'autre part, parler de manque de leaders depuis les années 60, je pense que c'est ce qui n'est pas vrai. Je pense que nous n'avons peut-être pas une masse critique de bons leaders pour amener tout le pays vers là où nous voulons l'amener. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, parce que là, vous avez dans tous les domaines. Vous avez dans le business,
vous devez avoir des grands leaders. Parce que quand on parle leader, on voit un peu dans tous les domaines. Dans le domaine de la recherche, vous devez avoir des grands leaders. Dans le domaine un peu partout, dans le sport, dans la politique, vous avez besoin de bons leaders et des leaders forts. Est-ce que nous avons suffisamment de leaders pour nous amener à résoudre les défis que nous connaissons aujourd'hui en RDC? C'est peut-être la question. Quand nous regardons dans le domaine des affaires, par exemple, nous reconnaissons en général qu'au jour d'aujourd'hui, contrairement au passé où nous avions des grands businessmen zaïrois, congolais, les Kansebou, les Gabriel Mokia, les Mbemba Saolona, mais aujourd'hui, nous reconnaissons en général que notre économie est entre les mains des étrangers. Notre économie est contrôlée par des étrangers. Les expatriés. Nous avons besoin de faciliter l'émergence d'autant de capitaines d'industrie congolais pour que nous soyons suffisamment relax que nous contrôlons notre économie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais bon, sur ces points, comme je viens de le dire, il y a des points que je reconnais que nous avons des failles. Nous avons du chemin à faire. Du chemin à faire. Ouais. Donc, quand il dit à la tête, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un peut me dire Lumumba, Kasavubu, ainsi de suite, mais le Congo ne décolle pas. En 1960, on était un grand pays en Afrique, on était un pays de référence. Mais au fur et à mesure, on a commencé à aller dans les déclins. Alors, le président se sont succédés. Oui. Je prends l'exemple du feu président Nkurunziza. C'est pas Nkurunziza, c'est lui qui vient de... Oui, du Burundi. Nkurunziza, parce qu'il a été tué, parce qu'il s'est affirmé comme leader. Il y a l'autre président ici qui vient de mourir au moment de Covid, Tanzanie ou bien Zambie, le président là. Oui, de la Tanzanie. De la Tanzanie, oui. Dans 2 ans, bien 3 ans, il avait transformé son pays. Voilà les exemples des leaders. Mais pourquoi en RDC nous avons tout, mais on se lamente? Non, oui. Là, vous allez vers le leadership politique. Mais c'est le leadership politique qui attire d'autres leaders, parce que vous avez la vision du pays, et cette vision, si elle est boostée dans plusieurs secteurs, vous aurez de sous-leaders dans chaque domaine. Nous avons le leadership du président de la République. Prenons le cas concret de la RDC, qui veut maintenant résoudre cette question de la pauvreté dans le pays. Il donne la vision, mais qui va l'exécuter? Vous avez besoin d'un leadership approprié maintenant dans ce secteur qui va faciliter la réduction de la pauvreté, la création de la richesse, la création d'emplois. Il n'appartient pas au président de la République, après avoir donné la vision, de le faire. Et il n'appartient pas à une seule personne. Il n'appartient pas au Premier ministre ou au ministre, parce qu'il y a des rôles qui se suivent. Et là-dedans, c'est là que vous allez au niveau même de la petite et moyenne entreprise. Là, vous avez des leaders dans leur secteur, dans leur structure, dans leur business. Eh bien, nous avons besoin de la qualité de tout ce leadership à tous ces niveaux-là pour venir matérialiser la vision du chef de l'État. Mais si il y a à des niveaux où il y a des carences, et si nous n'avons pas la masse critique, comme je disais tout à l'heure, il y aura difficulté d'obtenir des résultats dans un délai préférable.
Et peut-être que nous pouvons procéder maintenant par des formations, nous pouvons procéder par beaucoup de choses selon l'identification du problème réel qui va nous orienter sur le remède à apporter. Mais là, vous n'allez pas rester au niveau du président de la République, même s'il est aussi fort que vous le voulez. Ça doit cascader parce que il y a différentes partitions où d'autres personnes devraient intervenir. Donc, le chef de l'État ne peut pas faire tout seul, il faut qu'il soit secondé de certains leaders. Alors, parce que nous parlons de la bonne gouvernance. Il n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Par exemple, quand le chef de l'État donne sa vision, elle est claire. Il parle des 6 piliers. Mais vous avez maintenant une autre institution qui est le Parlement avec 2 chambres. Vous prenez au niveau, par exemple, de la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, qui exerce un contrôle parmi ces autres missions, le contrôle sur l'exécutif. Vous avez besoin d'un leadership fort aussi, bon, je dis mais vous avez besoin de leadership fort au niveau de l'Assemblée nationale pour aussi jouer sa partition, pour encadrer toujours l'action du gouvernement, là où l'Assemblée nationale peut interpeller le gouvernement quand il y a déviation ou quand il y a retard, on prend très longtemps pour réaliser certaines choses. Vous voyez que ça vient un peu de partout. Et même si vous entrez dans l'Assemblée nationale, il y a aussi des spécialités différentes. C'est pour ça que vous avez différentes commissions. Donc, vous aurez besoin, peut-être vous pouvez avoir des économistes qui sont forts là-bas, mais vous avez peut-être des gens avec une autre spécialité technique qui manque pour orienter aussi l'action. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que nous n'avons peut-être pas suffisamment de personnes ou nous n'avons peut-être pas la masse critique dans certains secteurs, ce qui fait que nous connaissons du retard, mais aussi quelque part nous avons besoin de la volonté, de la détermination et de la persévérance, parce que ça ne sera pas toujours facile. Alors, ça ne sera pas que toute l'équipe, tout le monde va bien jouer sa partition dans l'équipe. Il faut savoir comment tirer ceux-là qui ne portent pas leur poids ou les écarter, donc les sanctionner en les écartant. Les sanctionner en les écartant, vous venez de dire ici que nous avons un problème de leadership dans certains secteurs, donc on n'a pas suffisamment des hommes leaders. Alors, vous pensez que le Grand Congo, qui a autant de milliards de population, nous pouvons dire que le Congo n'a pas assez de leaders, ou soit les critères de sélection ne permet pas, ne favorise pas les sous-leaders de s'affirmer. Bon, écoute, quand vous êtes leader, comment est-ce que vous voulez qu'on vous sélectionne pour que vous puissiez vous affirmer? Mais parce que je suis leader dans mon coin, oui, mais je n'ai pas l'accès à celui qui va me donner l'opportunité pour que je m'affirme. Donc il y a une classe, il y a un groupe de gens qui font la rotation matin, midi, soir. Ça aussi c'est un problème, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas assez d'hommes leaders. Bon, je ne confirmais pas qu'il n'y a pas assez d'hommes leaders parce que ici, bon, l'excellence Jean-Lucien Boussa, lui, je pense qu'il a fait une étude pour dire ce qu'il a dit. Mais moi, je suis un peu dans l'analyse parce que je n'ai pas fait l'étude approfondie pour dire effectivement, après l'étude, voici ce que j'ai trouvé qui soit la carence. Mais je me dis, si je comprends ce que tu veux dire, je prends un entrepreneur qui est leader et il est bien, il est fort, mais il a peut-être besoin d'un coup de pouce. Oui, des finances. Et il fait tout ce qu'il peut à son niveau, mais il y a l'autre partie qui manque où on ne sait pas venir l'assister avec des finances. Et nous n'avons pas maintenant des gens dans ce secteur-là
qui travaillent aussi de façon décisive pour arriver à apporter des solutions aux entrepreneurs, par exemple, qui souffrent de cette contrainte financière. Bon, ce sont des réalités qui existent, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'hommes? Peut-être. Peut-être. Parce que nous le savons, avec cet exemple ici, nous le savons nous tous, nous savons qu'en réalité aussi, l'une des difficultés de nos entrepreneurs, surtout dans la petite et moyenne entreprise, c'est cette contrainte financière. Mais bon, où sont les solutions que nous apportons au niveau de toute la République, que ce soit par le secteur privé, qui est dans le secteur qui disponibilise les fonds, ou au niveau de l'État, qui aussi joue sa partition. Il y a des choses qui se font, mais nous n'avons pas encore décollé. Et on peut entrer là-dedans pour essayer de comprendre exactement pourquoi et quelle intervention il faut pour que nous puissions bien décoller. Bientôt là, nous allons aller dans un secteur très glissant avec vous. Il faut bien serrer la ceinture. Mais une question de curiosité, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais chefs? Parce que le chef a une vision. Par rapport à sa vision, il sait qui prendre, qui placer, ou pour quel but pour atteindre ses objectifs. Est-ce le cas de certains chefs qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo? Ça, c'est un adage qui a prouvé son temps. Mais si vous êtes... parce que moi, je m'explique bien les choses à partir de ma philosophie Léopard. Vous voyez? Si le talent que vous avez, c'est le talent de V-Club, et vous devez aller jouer contre le Brésil, mais même si vous prenez l'actuel entraîneur du Brésil, vous le donnez à V-Club, et vous changez de l'autre côté et vous mettez finalement les joueurs sur terrain, je ne suis pas sûr que parce que vous avez un très bon entraîneur d'une très grande équipe avec des mauvais joueurs, il va donner des résultats qui puissent battre l'autre équipe. Par rapport à ce je réponds parce que vous aviez dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'était pour vous dire qu'il peut y avoir des mauvaises troupes. Je renchéris un peu. Si vous dites cela, donc c'est les coachs qui manquent la vision de son équipe, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut pour son équipe. Parce que vous êtes dans un pays où il y a des millions de Congolais. Il y a dans chaque catégorie, vous pouvez avoir l'échantillon des meilleurs. Alors, si vous devez faire une sélection pour aller chercher la victoire, il faut serrer la ceinture, il faut faire un bon casting pour avoir les meilleurs. Parce que déjà, la richesse d'un pays, c'est sa population. Et la RDC, c'est un grand pays. Il ne faut pas me dire que c'est les talents qui manquent. Je le répète. Le talent qui ne manque pas au niveau de la RDC, c'est le talent d'un niveau, dans l'exemple que je donnais là, d'un niveau de V-Club, mais qui va aller affronter le Brésil. Ça n'a rien à voir avec la vision de la personne qui est à la tête de l'équipe à ce moment-là. Parce que finalement, la personne qui est à la tête de l'équipe vous dira « j'ai besoin de temps finalement pour ramener cette équipe ici de tel niveau à tel niveau. » Ça, c'est le facteur temps. Et puis, il vous dira « quand j'ai le temps, j'ai besoin des ressources pour y arriver. » Là, il faut maintenant déterminer de quelles ressources dont nous avons besoin. Le coach, lui, qui est en tête là-bas, ce n'est peut-être pas lui qui sera le meilleur formateur des gardiens. Et il faut lui donner aussi un entraîneur pour les gardiens, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un peu complexe que
prendre cet adage-là et l'appliquer dans toutes les circonstances. Maintenant, au niveau de la RDC, quand vous dites ça, qu'il y a quand même des talents, oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de talents dans le pays. Mais est-ce qu'il y a des talents partout? Et est-ce qu'il y a suffisamment de talents? C'est pour ça que vous verrez, même aux États-Unis d'Amérique, même dans tous les grands pays que nous connaissons, à un moment donné, aux États-Unis, on va chercher des Chinois pour venir faire un certain travail. Parce que c'est eux qui ont l'expertise, qui maîtrisent bien, ainsi de suite. Donc, pour dire que cette expertise-là, elle peut manquer, oui, au niveau de la République. Mais ce n'est pas la fin du monde. On peut l'acheter. On peut amener des gens à qui on paye pour qu'ils travaillent pour nous et qu'ils puissent nous réaliser ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité, nous le vivons. Nous avons des consultants étrangers qui sont là, qui sont en train d'assister nos militaires. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas d'hommes sur terrain? Mais c'est parce que la réalité fait que si nous voulons avoir des résultats dans autant de temps, nous avons besoin d'un peu plus de capital humain. Alors nous importons ce savoir qui n'est pas avec nous pour venir nous assister. Comme ça, nous pouvons avancer vite. Alors, donc, je crois qu'il faut toujours voir le contexte et savoir balancer et du facteur humain aux autres ressources dont vous avez besoin. Alors, M. Luc Kabunangu, la thématique elle est pertinente sur la bonne gouvernance, les défis qu'attendent ces gouvernements. Judith Toulouka. Alors, si vous dites que peut-être il y a un problème du capital humain, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de pointer du doigt nos savants, nos professeurs aujourd'hui qui nous pompent chaque année les chômeurs de luxe. Pensez-vous que le problème c'est notre système éducatif qui nous forme des gens moins utiles pour le développement du pays? Dans votre question se trouve la réponse déjà pour moi. Ok. Est-ce que nos professeurs nous forment des gens inutiles à notre... Moins utiles. Moins utiles à notre économie. Hein? Ça, c'est spécifique à l'économie. Peut-être. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Hein? Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles économies, ainsi de suite. Je pense que si vous allez dans d'autres universités ailleurs dans le monde, vous pouvez trouver que on étudie différemment et la matière est différente, alors que ici chez nous, on est un peu en arrière, on reste avec ce que les Belges nous ont laissé. Généralement parlant. Okay. Vous voyez? Je ne veux pas dénigrer nos professeurs qui ne savent pas faire de recherche et ils ne sont pas à la pointe de l'information et de la technologie et de la science. Non. Mais est-ce que même si le professeur lui-même, à son niveau, il accède à cette connaissance, est-ce qu'il a suffisamment de ressources pour l'enrichir et avoir maintenant du matériel didactique pour transmettre cette nouvelle connaissance à ses étudiants? Et est-ce que nos étudiants aujourd'hui, ils ont la capacité aussi de faire des recherches comme le font les étudiants en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, au Japon? Il faut dire que entre nous, de façon générale, notre pays souffre d'une pauvreté qui fait que nous soyons retardés dans beaucoup de choses par manque de ressources. Mais nous avons aussi des Congolais qui sont dans la diaspora et qui ont bénéficié et qui bénéficient des expériences et des avantages
de là où ils sont et ils peuvent venir intégrer la communauté locale ou même de là où ils sont et aussi s'aimer un peu de ce qu'ils ont. Donc tout ça, en fait, c'est une façon d'arriver vraiment à mettre tout en symbiose et à bien orienter les choses pour voir avec tout ce que nous avons comme ressources du point de vue du capital humain et du reste, comment nous orienter pour nous tirer un peu de toutes les difficultés. Alors, que nous avons. Monsieur Luc Kabunango, cette émission, il y a un public ciblé pour nous suivre. Ce n'est pas une émission de tout le monde. Les gens doivent nous comprendre. Et sur ces plateaux, j'étais avec votre aîné, Norbert Yamba, qui était le durcab du VEPAM, Peter Kazali, il est également de l'UDPS, mais il est panafricaniste. Il avait dit quelque chose, il s'est adressé aux intellectuels congolais, qui semble que jusqu'aujourd'hui, les intellectuels congolais se comportent comme des perroquets scientifiques, des répétiteurs. Au moment qu'il faut changer les paradigmes, nous avons nos réalités à nous. Ça se fait en Chine, au Qatar, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes obligés de répéter les enseignements des autres ou nous pouvons nous adapter à nos propres produits par rapport à nos besoins? Je pense qu'il a raison quelque part que nous devons chercher des solutions adaptées à notre environnement. Nous ne pouvons pas apprendre l'environnement japonais ou allemand et chercher à appliquer exactement les choses telles qu'elles se passent. Même les machines, quand vous les amenez d'un pays à un autre, dans un domaine spécifique, que ce soit dans les mines, le sol qu'il y a au Katanga, il est différent de celui que vous avez ici à Kinshasa. Il faut trouver des machines appropriées. Donc oui, il faut adapter. Est-ce que nos intellos sont comme des perroquets? Des répétiteurs, des perroquets scientifiques. Ils ne savent pas trouver les solutions à nos problèmes parce qu'ils sont en train de relayer les leçons de leurs maîtres, la communauté internationale qui ne nous aide pas. C'est comme si nous sommes des bébés scientifiques. Non, peut-être qu'au-delà de ce point de vue-là, il y a d'autres questions aussi, notamment des questions des ressources. Je vous garantis que nous avons pris un exemple ici d'un entrepreneur dans son secteur qui maîtrise très très bien. Il est revenu cette fois-ci, né, grandi en Allemagne, il connaît la technologie là-bas et tout. Il revient ici. Mais s'il n'a pas maintenant dans le système congolais les mêmes facilités qu'il pouvait avoir de l'autre côté pour développer son entreprise ici, il connaîtra des difficultés. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui a la tête, il va réfléchir, il va essayer de voir comment contourner ou résoudre ces difficultés-là, mais il peut y en avoir d'autres vraiment qui le bloquent, comme par exemple ce paramètre de contrainte financière. Il y a l'autre aussi, qui est la corruption qui est endémique dans notre système en général. On peut étouffer une entreprise, un entrepreneur, par des fonctionnaires zélés, qui sont zélés et parce qu'ils sont déterminés à lui soutirer des sous et il ne sait pas, lui, comment se protéger parce que peut-être que la justice aussi est très loin par rapport à là où il se retrouve. Donc, c'est tout un système. On peut pointer sur beaucoup de choses différentes. Voilà pourquoi la question de la bonne gouvernance est très très importante parce qu'en fin de compte, moi je pense que le problème fondamental et le point de départ, c'est cette bonne gouvernance. Vous pouvez amener les meilleurs de partout au monde, mais si notre gouvernance n'est pas bonne et elle ne tient pas compte des facteurs fondamentaux de bonne gouvernance dont nous avons énuméré quelques-uns ici,
le respect des textes, la redevabilité, donc vous devez rendre compte, la transparence, vous devez avoir une éthique appropriée dans votre environnement, vous devez tenir compte des droits de l'homme, vous devez tenir compte des normes internationaux. Vous voyez par exemple la construction au monde aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se fait. Nous voyons des immeubles s'élever ici chez nous à Kinshasa à autant de hauteur, mais il n'y a pas de parking ou les parkings ne sont pas suffisants. Allez voir autour maintenant de ces immeubles-là ce qui se passe. Donc pour faire juste Batété là, de Tchatchi au boulevard ici, ça commence à prendre au moins une heure. Alors, mais ça, c'est une distance à faire en 3 minutes. Merci. Donc, vous voyez, si on ne tient pas compte de ces facteurs fondamentaux, les éléments élémentaires. Nous n'allons pas nous en tirer. Oui, nous n'allons pas nous en tirer. Merci, M. Luc Kabunangu. Vous êtes un auditeur. Oui. Selon mes recherches, semble vous étiez en Afrique du Sud, vous avez sillonné un peu le monde. Quelqu'un m'a dit, il vous voyait dans un ministère ici que je ne vais pas citer les noms. Okay. Alors, je ne vais pas citer les noms pour éviter les sensibilités des gens. Alors, M. Luc, en RDC, nous avons les institutions. Il y a un problème. Je prends la présidence de la République. Qui est censé vérifier tout ce que la présidence de la République utilise ou touche en termes de frais, ainsi de suite. Il y a l'inspection générale, l'inspection générale de finances, il y a aussi la Cour des comptes. Entre les deux, quelle est l'institution qui a plus de compétences? Qui a plus de compétences pour contrôler la présidence de la République, les finances de la présidence de la République. Bon, moi, je pense que l'IGF a un rôle qui est tout à fait différent de la Cour des comptes. Et l'IGF, c'est l'inspecteur général des finances. Donc, l'IGF, c'est sur les finances, alors que la Cour des comptes a un mandat un peu plus ouvert. Elle regarde... Plus large. Oui, les questions de bonne gouvernance, de bonne gestion, aussi les systèmes de gestion. La Cour des comptes, elle se prononce sur toutes ces questions-là. Et elle aide à renforcer plus le contrôle interne que l'IGF qui vient juste voir si les finances ont été bien utilisées. Pensez-vous que dans notre pays, ces deux institutions aident notre gouvernement à s'affirmer sur le plan de la bonne gouvernance dans l'état actuel? Bon, je sais que l'IGF est restée dormante pendant très longtemps. Elle dormante pendant très longtemps. On vient de la réactiver et elle fait du travail que tout le monde voit, et pour ne pas dire tout le monde, beaucoup de gens apprécient. Ça ne veut pas dire que tout est bon. Parce que dans le principe aussi, on dit toujours qu'on peut toujours améliorer. Et quand on suit certaines accusations aujourd'hui que nous entendons là, il faut juste vérifier et s'assurer si c'est vrai ou pas et comment remédier si c'est vrai. Si c'est pas vrai, le fait qu'il y ait eu même des suspicions, comment faire en sorte, parce que ces deux entités sont des entités qui fonctionnent et la réussite de ces entités dépend aussi de leur intégrité. Elles doivent être indépendantes et intègres. Si le niveau d'intégrité commence à souffrir, ils auront beaucoup de difficultés à faire leur travail. Donc, on peut voir comment renforcer leur intégrité, leur indépendance pour qu'ils continuent avec leur travail. Au niveau de la Cour des comptes, moi, à ce stade, je pense qu'elle souffre plus de problèmes de ressources. J'aimerais voir la Cour des comptes avoir un peu plus de ressources pour lui permettre de bondir aussi et de venir renforcer la bonne
gestion de la chose publique. Alors, le problème ici, parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu autant de questions. Aujourd'hui, il y a un groupe, une opinion qui pense que tout gouverneur, tout gestionnaire qui passe par l'IGF, si l'IGF les blanchit, et cette personne devient l'ange, ou cette institution devient une institution des anges. Est-ce l'IGF ne peut pas aussi faire un travail avec le RER pour qu'il y ait une autre institution qui peut venir essayer de recontrôler ce que l'IGF a fait? Est-ce que la Cour de compte n'a pas cette possibilité? Parce que vous avez dit, le manche de la Cour de compte, elle est un peu trop large. Il n'est pas interdit à la Cour de compte de faire aussi son travail et son contrôle, même dans une institution où l'IGF est passé. Cependant, que ce soit la Cour des comptes ou même l'IGF, oui, c'est toujours possible d'avoir des erreurs. Contre-expertise. Non, on ne fait pas la contre-expertise. Parce que nous parlons de la bonne gouvernance. Il semble que... Mais ça ne se fait pas. Il y a certains rapports que l'IGF donne aussi. Devant la justice, on dit que l'IGF, tu n'avais pas raison, la personne est acquittée. Donc, un travail humain peut avoir les imperfections. Est-ce qu'il n'y a pas une autre institution qui peut revenir sur ce que l'IGF a fait? Monsieur Delphin, est-ce que vous voulez me faire comprendre ce que vous ne voulez pas dire? Parce que vous êtes journaliste. Alors, APJ au peuple de juger. Il faut parler ouvertement. Je vous réponds selon ce que j'ai compris. Ok. La première des choses, s'il peut y avoir erreur, c'est tout à fait normal, il peut y avoir erreur. C'est pour ça que ce genre de métiers sont toujours dans la formation continue. Il y a de la rigueur dans la gestion du personnel là-bas. Et ils ont un suivi pour faire en sorte que le travail soit toujours intègre. On y travaille toujours. Mais s'il y a intention maintenant et mauvaise intention pour fermer l'œil ou même déverser dans la corruption, ça peut arriver aussi dans une institution comme celle-là. C'est pour ça que en elle-même, elle met aussi des garde-fous pour veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de déviation. Donc il y a des mesures préventives. Et si ça arrivait, voilà pourquoi dans la gestion, nous avons parlé ici, parmi les facteurs fondamentaux, il y a aussi la redevabilité, donc il y a des sanctions. Si jamais on trouvait que des inspecteurs de l'IGF avaient déversé dans des pratiques qui ne sont pas trop catholiques, comme on disait avant, on peut les sanctionner. Si on ne sanctionne pas, on est en train d'affaiblir la gestion et l'entité finalement n'aura plus sa capacité de donner des résultats. Le dernier exemple patent, parce que je précise. J'espère quand même que j'ai répondu avec la question maintenant de la corruption. APJ au peuple de juger. Alors, j'aimerais être direct avec vous. Une autre question qui dérange un peu certaines personnes. Est-ce l'inspection générale de finances a aussi le rôle d'aller donner des formations et recevoir de l'argent auprès des gens où ils donnent, elles donnent les formations. Nous parlons de la bonne gouvernance. C'est vraiment sur le cas de l'IGF. Non, je ne savais pas que je venais parler IGF. Non, la bonne gouvernance, donc tout dépense, tout moyen, vous comprenez? Comme auditeur spécial, je pose la question. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des facteurs qui sont très très importants dans l'exercice de ces métiers, qui sont l'intégrité et l'indépendance des services là. Et dès que c'est consommé, eh bien je pense que on est à côté. Maintenant, est-ce que d'abord
l'IGF en elle-même, selon les textes qui la régissent, est habilitée à faire ce genre de service payant chez ses clients, si on peut les appeler clients, ou les personnes qu'elle contrôle. Je pense que non. Et moi, je pense que l'IGF s'est placé dans une situation compromettante qui lui attire des ennuis aujourd'hui, qui entame même son indépendance vis-à-vis de la GECAMIN. Demain, s'ils rentraient eux-mêmes contrôler les mêmes personnes qu'ils ont formées et les personnes qui les ont même payées, comment sera leur attitude? Donc, si je comprends bien, l'IGF ne peut pas monnayer ses services. Comment sera leur attitude? Donc, je pense que l'indépendance du service est entamée déjà, ce qui commence à les disqualifier. Donc, l'IGF ne peut pas monnayer ses services. En tout cas, moi, je ne permettrai pas ça. Alors, qui peut contrôler l'IGF? La Cour des comptes? Au jour d'aujourd'hui, il faut que je vérifie l'information, comment cela se passe, si l'IGF qui peut interpeller, contrôler et la contrôler. Il faudra que je vérifie. La prochaine fois que je reviens chez toi, je pourrai te donner une bonne réponse au lieu de spéculer. Merci. Alors, nous chitons déjà avec vous, mais parce que vous êtes cadre de l'UDPS, dans votre maison, les torchons brûlent. Vous avez ceux qui sont de gauche et de droite. Luc Kabunango, c'est quelqu'un qui aime la paix, c'est quelqu'un qui veut que les choses aillent de l'avant. Tout ce que vous faites, c'est pour aider les chefs de l'État à réussir son mandat. Quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui utilisent la politique de haute-toi que je m'y mette? Vous faites des affirmations ici, haute-toi que je m'y mette, le torchon brûle. C'est votre lecture. C'est ce que les gens ont dit, parce qu'ici vous dites, les gens me disent ça, me posent des questions. C'est les constats. C'est un constat général de vos combattants, de nos diasporas et de nos diasporas. Ok. Moi, je pense que ce qui se passe à l'UDPS aujourd'hui n'est pas propre à l'UDPS seulement, à la différence que chez nous, et ce qui est une bonne chose par rapport à partout ailleurs, c'est que nous avons des membres qui sont très regardants, qui sont dynamiques, qui s'expriment et qui s'assument. Ce qui fait que ce qu'ils trouvent comme problème, ils les amènent sur la table et ils poussent pour des solutions. Ce qui est une bonne chose pour toute la République, parce que si vous allez au-delà de l'UDPS, vous allez dans tous les partis politiques, en RDC, vous allez trouver que le problème qui est décrié à l'UDPS aujourd'hui, il se retrouve partout là-bas, mais nous, au moins, nous avons des membres qui s'assument qu'on aime indexer d'une certaine façon, alors que ce sont des bons citoyens qui s'assument et qui veulent corriger les déviations que eux voient. Mais je ne vois pas là-bas du haut-toi que je m'y mette. Peut-être dans le chef de certains individus. Il faut faire partir certaines personnes pour qu'elles soient remplacées par d'autres. Mais dans ma lecture, à moi, ce n'est pas ça qui va nous donner des solutions. Moi, je pense que la solution, elle est au niveau de la gouvernance, comme vous avez dit. Vous verrez que dans le chef des combattants ou des membres, des cadres de l'UDPS, ils ont relevé des questions de gestion. Des griefs. Et puis, ils ont relevé des questions de pauvreté qui ne sont pas seulement propres à l'UDPS. Eh bien, c'est toute la République démocratique du Congo, et ce n'est pas l'UDPS qui va résoudre le problème de pauvreté, mais l'UDPS peut jouer sa partition dans la recherche des solutions
sur la question de la pauvreté. Merci, M. Luc Kabunangou. Je demande à M. Masunda de m'accorder 30 secondes. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? Et c'est votre mot de la fin. Je pense que l'émission d'aujourd'hui a été focalisée plus sur des questions de gouvernance. Je pense que c'est vrai que nous avons un grand défi de gouvernance, de bonne gouvernance. Nous devons commencer à introduire tous ces facteurs de bonne gouvernance dans la gestion de notre pays, dans toutes les entités, pour que nous puissions arriver à résoudre nos problèmes et avoir des résultats escomptés. Tout ce que nous pouvons avoir comme programme, qu'il soit bon ou pas, que les ressources puissent accompagner aussi, mais si la gestion n'est pas bonne, nous connaîtrons de sérieux problèmes. Au niveau de l'UDPS, c'est ça que nous vivons aussi. Le cas de l'UDPS, c'est juste un microcosme de toute la scène politique congolaise et de toute la réalité congolaise. Merci à Monsieur Luc Kabunangou. Je précise que vous êtes cadre de l'UDPS, les pères de la philosophie chez Léopard, auditeur. Vous avez plusieurs casquettes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Delphin. C'est toujours un plaisir. Merci également à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Continuez à suivre cette émission sur notre chaîne YouTube au Centre TV ou Delcas Télévision. Mais je vous exhorte de laisser des commentaires. Si vous pensez que ce qu'il a dit, vous pouvez ajouter, enrichir ou critiquer. C'est votre droit et ce plateau reste votre plateau. J'ai dit un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Madame Faïda, la plus belle femme de 10e Télévision. Elle est là. Merci. Elle était derrière la caméra. Et de l'autre côté, Germa, derrière la caméra aussi. Enoch, côté régie finale. Et un grand merci à mon réalisateur attitré de cette émission, Monsieur Masunda, qui reste toujours imperturbable malgré les tempêtes. Merci. Au revoir.